auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara, monsieur et dames, ravi d'être avec vous à ce rendez-vous incontournable de l'actualité que nous ouvrons avec ce communiqué de presse du Centre opérationnel de veille d'alerte et de conduite de crise sur la situation pluviométrique du Niger, objet d'un point de presse animé ce 28 juillet 2022 par la Direction générale de la protection civile. Suivez plutôt. Les événements ont concerné 22 des 63 départements du pays dans les régions du Niger, hormis la région d'Agadez, la région de Niamey. Donc sur les 6 régions, nous avons 22 départements qui sont concernés, soit 46 communes, 214 villages, ou quartier. Pourquoi quartier? Lorsqu'on prend une ville, on va comptabiliser les quartiers de la ville. Et le nombre de maisons effondrées, enregistrées, est de 5537 maisons effondrées. Il y a des cases qui sont endommagées, qui sont au nombre de 796, et tout cela concerne 5835 ménages avec des personnes dénombrées au nombre de 48 843. Malheureusement, on enregistre 21 pertes en vie. Il faut dire que ce qui est absolument déplorable, c'est le fait qu'on ait constaté, rien que dans la région des Zender, 8 pertes en vie humaine par noyade. Vous savez, ces pluies ont été très très grosses, avec notamment 262 mm dans la commune de Hamdara, département de Myria, et aussi des fortes pluies dans la commune de Gafati, toujours dans le même département de Myria et Myria même. Donc cela est absolument déplorable dans la mesure où nous ne pouvons pas imaginer que des individus, que des chefs de famille, des pères de famille laissent leurs enfants aller se baigner dans des mares. Il y a eu un certain nombre de décès dans la ville des Zender, dans les mares. Le centre opérationnel de veille d'alerte et de conduite de crise invite la population à plus de vigilance et au respect des consignes suivantes. Éviter de se baigner dans les cours d'eau, éviter de traverser les coris à pied ou en véhicule, quitter les zones potentiellement inondables, éviter d'emprunter les ponts et les routes endommagées. En cas de danger, appelez gratuitement le 18. Ce message-là est diffusé gracieusement sur les 4 opérateurs de téléphonie mobile, sur toutes les radios publiques et privées, y compris les radios communautaires, en langue, dans toutes les langues nationales, au niveau des différentes télévisions publiques et privées qui, de par la loi, de par l'article 7 de la loi que j'ai cité tout à l'heure, ont obligation de diffuser ces messages-là. Notre vœu, c'est que ce nombre de décès s'arrête à 21. Malheureusement, nous avons déjà perdu 21 personnes. L'année dernière, on en a perdu 77.
En 2020, nous en avons perdu 80. Donc, de grâce, arrêtons de prendre les risques inutiles. Arrêtons de prendre les risques inutiles. Quittons les zones inondables. Et les traversées des courriers, des véhicules, que ce soit les véhicules de transport en commun. Là, je lance un clin d'œil à nos camarades qui sont les opérateurs qui facilitent le mouvement des populations, donc les compagnies de transport interurbains. Ils ont la responsabilité de transporter les passagers. Donc, quand il y a un cours d'eau en travers de la route, ils doivent s'arrêter, même s'il faut s'arrêter 24 heures pour que le courrier s'écoule correctement. Si la route est endommagée, ils doivent attendre que les services compétents du ministère de l'Équipement réaménagent des déviations. Les usagers à titre personnel, les usagers des organisations nationales ou internationales ou intergouvernementales doivent aussi respecter ces consignes-là. Les forces de l'ordre doivent aussi, sur l'impulsion des autorités locales, interdire le franchissement de ces cours d'eau. Ça ne sert à rien. Attendre 24 heures, vivre des années de plus est plus intéressant pour tout le monde que de se précipiter vers la tombe. Moi, je pense qu'il n'y a pas à tourner en rond. Ces véhicules-là qui s'engagent, il y a la responsabilité des conducteurs, il y a la responsabilité des compagnies de transport, il y a la responsabilité des autorités. Chacun à son niveau a une responsabilité. Et aussi, il y a la responsabilité des passagers qui acceptent qu'on les embarque et franchissent ce genre de coupures-là. Je le dis et je le répète, il est important de patienter, même s'il faut patienter 24 heures, ou de retourner là où on a quitté, s'abriter jusqu'à ce que ces courriers arrêtent chose. En ce qui concerne les maisons qui ne sont pas solides ou bien qui sont affaiblies, il faut éviter d'y séjourner en dessous, vraiment. Et l'occupation des zones inondables aussi doit être à proscrire. Il ne sert à rien d'être sinistré et d'attendre une assistance. L'assistance ne mettra jamais dans l'état auquel vous étiez avant la catastrophe. À suivre aussi dans cette édition, à quelques jours de la fête du 3 août, couplée à la fête de l'arbre, l'une de nos équipes s'est entretenue avec le directeur général des eaux et forêts sur les dits préparatifs. La région a mis en place donc un comité régional chargé de l'organisation donc de la fête de l'arbre. Parallèlement, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a mis en place également un comité national véritablement interministériel, comprenant également la société civile pour appuyer ce comité régional. Donc à partir de ce cadre institutionnel, le comité a tracé donc une feuille de route comprenant un certain nombre d'activités qui sont toutes exécutées. On attend que le jour J pour véritablement lancer la cérémonie de plantation. Alors quelles sont les activités qui sont prévues? Il y aura évidemment une nuit écologique. Donc le 2 août, une nuit écologique, c'est une nuit où les acteurs régionaux et nationaux vont passer des messages de sensibilisation par rapport à la lutte contre la désertification, par rapport à la plantation d'arbres, par rapport au respect des forêts et des écosystèmes. Donc c'est véritablement une nuit où il y aura des messages d'information et de sensibilisation. Le lendemain, donc le 3 août, il y aura évidemment la cérémonie de plantation, de lancement. Ça va être donc sous le haut patronage du président de la République. Il y aura une cérémonie de plantation d'arbres. Et cette année, c'est plusieurs sites qui sont pris pour faire ces plantations. C'est pratiquement toute la ville de Tillabéri qui sera concernée par les opérations de plantation
Tillabéri et d'arbres. Mais il faut noter que à Tillabéri, c'est la cérémonie officielle, donc en présence de votre autorité. Mais dans toutes les régions, au niveau pratiquement de tous les départements et communes, il y aura également donc des activités de plantation d'arbres. C'est quand même une fête nationale. Il est prévu également un certain nombre d'activités de communication, notamment donc des conférences débats, également des caravanes même de sensibilisation. Le milieu scolaire aussi se mobilise pour faire donc de cette fête la sienne. Et donc il y aura évidemment des interviews avec la presse au niveau national, mais aussi avec la presse donc des radios communautaires. Voilà, donc c'est des activités de communication, des activités de sensibilisation et des activités donc de plantation qui sont prévues sur toute l'étendue du territoire national. Et ces activités vont bon train. Les préparatifs sont pratiquement achevés. Il reste simplement à ajouter que le tout n'est pas de planter, mais d'entretenir les arbres donc, qui vont être plantés. C'est pour ça qu'au niveau de toutes les régions, nous avons envoyé donc des fiches sur les critères qu'il faut remplir pour donc faire des plantations. Au nombre de ces critères, évidemment, il y a la possibilité d'entretien. Et évidemment, quand on dit entretien, c'est aussi bien donc la protection à l'aide peut-être de paniers, ou si c'est clôturé, ou en tout cas un système de surveillance, puisque nous sommes un pays d'élevage, et aussi de faire ces plantations à temps pour qu'elles puissent bénéficier de l'eau de pluie et plus tard peut-être d'une irrigation d'appoint tant que c'est possible. Lorsqu'il n'y a pas la possibilité d'irrigation, nous conseillons de faire ces plantations au niveau des ouvrages de récupération de terre qui ont la faculté évidemment de garder plus d'eau et d'humidité. L'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre sur les préparatifs du sommet de New York ce jeudi 28 juillet 2022 à une rencontre préparatoire de ce sommet qui se tiendra en septembre prochain. Chebou Issa était sur les images de Kantama Ibrahim pour ce compte rendu. Cet après-midi à l'hôtel La Bravia, une cérémonie sur le système éducatif a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale et la coordonnatrice des Nations Unies au Niger. Présidant la cérémonie, dans son allocution, la coordonnatrice des Nations Unies a d'abord remercié le ministre de l'Éducation nationale de l'avoir honoré pour cette réunion d'échange sur les préparatifs du sommet de New York. Convoqué par le secrétaire général de l'ONU, le sommet sur les transformations de l'éducation qui se tiendra en septembre prochain à New York, de ce fait qui concerne UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui est chargé pour l'éducation de l'enfant pour obtenir une ambition tactique. Il s'agit en somme de réimaginer les systèmes éducatifs autour de 5 principales priorités mondiales, à savoir 1. Bien entendu, développer des écoles qui soient inclusives, équitables, qui soient sûres et saines, qui protègent nos enfants. 2. Faire en sorte que tous les élèves, garçons et filles, handicapés et autres, acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, surtout en ce moment de crise climatique à travers le monde, qui soit à même de comprendre et promouvoir les droits humains, l'égalité des sexes, la promotion d'une culture de paix et de non-violence, particulièrement chère ici au Niger. 3. Comme troisième priorité, accroître considérablement le nombre, mais aussi les compétences des enseignants. 4. Rendre accessible à tous l'apprentissage et la transformation numérique, qui, comme vous savez, accuse des décalages, des dérapages, mais aussi des clivages sociaux importants
que ce soit entre hommes et femmes, que ce soit entre centres urbains et en périphérie. Et finalement, 5, un principal objectif est très important pour notre région, c'est bien entendu de favoriser un financement durable et conséquent pour l'éducation. Ces priorités reflètent tout autant les valeurs et objectifs des Nations Unies que celles, bien entendu, du gouvernement du Niger. Juste après la responsable des systèmes des Nations Unies, c'est le ministre de l'Éducation nationale pour son allocution. Cette présence massive, dis-je, témoigne une fois de plus de l'intérêt indéniable que vous portez individuellement et collectivement à notre système éducatif. Du reste, comment peut-il en être autrement quand on sait tout votre engagement à accompagner notre gouvernement dans la mise en œuvre de ces politiques et programmes de développement du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours de ces dernières années, l'éducation est confrontée à d'innombrables défis liés à des chocs sécuritaires, sanitaires, climatiques et démographiques, particulièrement dans les pays en développement comme le Niger. L'ensemble de ces chocs nous amène à questionner nos systèmes éducatifs, tant du point de vue de leur approche philosophique et technologique que des compétences dont les apprenants ont besoin pour mieux s'adapter dans les sociétés d'aujourd'hui et de demain. C'est dans cette perspective et au regard des enjeux de l'éducation pour les droits humains, la paix, la tolérance et le développement durable que les Nations Unies se préparent à organiser un sommet sur la transformation de l'éducation en septembre 2022. Ce sommet vise à mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité et le partage des solutions en vue de transformer l'éducation dès aujourd'hui pour 2030 et au-delà. Ce sommet se prépare par la mise en place d'un processus interactif, ciblé, intensif et inclusif, élaboré depuis la base, tenant compte des propriétés des États membres et qui garantit l'engagement concret des jeunes et de l'ensemble des acteurs d'éducation. Et fin des travaux, une même synthèse a été affectée par les mêmes ministres de l'Éducation nationale présents à la dite cérémonie. Il est sorti des discussions qui ont été animées par différents acteurs, des contributions permettant d'enrichir ces 3 thématiques. Les contributions sont de l'ordre, bien sûr, d'introduire la réforme, bien sûr, curriculaire dans notre présentation, la transformation aussi des écoles coraniques pour lutter contre la mendicité avec une ration alimentaire, bien sûr, pour ces jeunes talibés, mais aussi une autre intervention qui a intervenu sur l'insertion, bien sûr, du plan d'urgence dans les zones, bien sûr, d'insécurité au Niger, et une dernière contribution qui a consisté, bien sûr, à mettre l'apprenant au cœur du système éducatif. Voilà en gros la contribution, bien sûr, des uns et des autres. Cela nous confirme que, bien sûr, toutes les thématiques qui ont été dégagées par le ministère de l'Éducation nationale sont des thématiques effectivement qui sont bonnes et nous avons tout le temps jusqu'au mois de septembre, bien sûr, pour les enrichir et sortir avec effectivement une feuille de route qui va nous permettre, bien sûr, d'aller à New York avec des propositions très concrètes. Espérons que ce sommet qui se tiendra en septembre prochain à New York trouvera une solution définitive au problème du système éducatif nigérien. Autre aspect de l'actualité dans cette édition, situé à plus de 70 km de Dosso, le département de Djundou figure parmi les localités productrices d'oignons. Comment se fait la conservation de l'oignon à Djundou? Le studio Kalangu s'est intéressé à cette conservation plutôt, suivant l'interview. su muka ce ma na kahi itace na kahi
in mun ka saro su sannan mu saro waɗannan mahaɗai sai mu aza sai mu yi wannan gadon in mun kai wannan gadon sannan mu saro waɗanda tsumazzai na kafawa baya waɗanda aka kamuwa nan sama kana gani dai ga yana in mun ka kafa wannan iccen dogo mu kafa guda can baya kenan nan ga gadon wanda muka sa albasa wanga shi kuma na sama shi na muka sa leda da zanaki don maganin ruwa abin da ya samu ka yin haka nan kama kana shan iska saboda runhokara ko ina iska yana shigo mata nan karkashin iska na shiga dan dadewa bata ji ciwo ba to yanzu ana shekara 15 da fara yi waɗannan runhura da muka to lokacin dai mu dai in mun ka noma ta cikin ɗakuna na muka sawa in mun ka sa cikin ɗaki sai muga tana ta lalacewa har lokacin na sai mun ka yi wannan tunanin sai mun runha mu yi haka mu sata sai mun ga kuma abin da sauki tunda tana daɗiya ba ta yi komi ba shi yasa muka yin haka nan. Parlons à présent des bienfaits d'un précieux fruit consommé de plus en plus par la médecine moderne. Il s'agit de Garcinia Cola. C'est un reportage réalisé par Amina Abdelmoumouni et Abdel Nasser Abdou. Le Garcinia Cola, communément appelé petit cola, est une plante retrouvée en Afrique. Il est consommé de plusieurs manières. On peut mâcher les noix entières, bien qu'elles soient très amères. Elles sont du coup souvent mélangées dans les boissons ou des aliments plus sucrés. Le petit cola peut être transformé en poudre, puis mélangé avec du café, du thé ou même du chocolat. Le miel ou le citron vert sont aussi ajoutés au cola. Il est consommable par toute personne, sauf les femmes en état de grossesse qui peuvent le consommer après l'accouchement. Il possède de puissantes vertus curatives. À cet effet, il est utilisé comme élément de base dans la fabrication de nombreux médicaments, comme de nombreux fruits et plantes de la pharmacopée africaine. Le petit cola est très prisé et apprécié pour ses nombreuses vertus. L'importance, ou bien les différentes importances du petit cola. Primo, pour ceux qui souffrent de l'ulcère gastrique, c'est très important pour eux de consommer le petit cola. Il y a aussi ceux qui ont des plaies dans leur estomac, et aussi ils peuvent utiliser petit cola pour faire remède. Il y a aussi le diabète. C'est comme le petit cola, tous ceux qui le consomment, on sait que c'est un peu amer. Donc c'est un peu conseillé aussi pour les diabétiques. L'essentiel, c'est de ne pas prendre une dose qui va dépasser 2 gosses par jour. Là aussi, c'est très efficace pour baisser le diabète. Il y a aussi le cancer. C'est aussi très important pour ceux qui souffrent de cancer d'utiliser ça de temps en temps. Il y a aussi le rhume de la poitrine, c'est-à-dire le rhume qui dérange jusqu'à provoquer une infection au niveau de la poitrine. Là aussi, le petit cola intervient pour y remédier à ce problème-là. Côté des femmes aussi, il y a les femmes qui souffrent du kyste et fibron. Là aussi, elles peuvent utiliser le petit cola pour faire des remèdes. Surtout pour son rôle prépondérant dans la santé des individus et aussi de celle des couples. Il est fortement conseillé de consommer régulièrement, mais avec modération. Et c'est l'essentiel de l'actualité de ce soir, messieurs et dames. Les programmes en continu sur la activité. Restez en compagnie. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.